Ben, alors, d'abord, je voudrais préciser que euh, donc, la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres est située sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé, dont la nation Ganyan-Gaga est la gardienne. Dojagé, ou Montréal, est connu historiquement comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et encore aujourd'hui, une population autochtone diversifiée y réside et cohabite avec d'autres peuples. Alors, dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir, nous reconnaissons à la chaire que les relations continuent entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Alors, la chaire de recherche est financée par le ministère de la Justice, fait partie du plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est une des mesures de ces plans de lutte. Alors, j'en suis le titulaire. La coordination est assurée par Gabriel James Galantino. Et la majorité de nos travaux, évidemment, portent sur les communautés LGBTQ+. Euh, je veux vous présenter, en fait, essentiellement deux aspects aujourd'hui des pratiques d'inclusion, de diversité et d'équité et de justice dans le contexte de la recherche avec les communautés LGBTQ+. Et je vais aussi aborder dans ce contexte-là les bonnes pratiques. Alors, je commencerai peut-être par dire que nos travaux se situent vraiment à l'intersection de ce qui est pour les communautés marginalisées, les communautés LGBTQ+, inclus à l'intersection de certains traumas, de plusieurs trahisons, de pratiques d'infériorisation, en fait. Et donc, il y a tout un contexte vraiment particulier de la recherche communautaire, et vous en avez entendu parler déjà un peu ce matin. Puis je voudrais aussi rappeler, pour commencer, que historiquement, les données qu'on a produites sur les communautés LGBTQ+, ou en tout cas les savoirs qu'on a produits, ont été une arme tranchante, à double tranchant, vraiment, souvent utilisée pour faire avancer la cause, mais souvent utilisée aussi pour renforcer la pathologisation et l'ostracisation. Donc, il n'est pas étonnant qu'on reçoive comme chercheurs, et même ceux qui, comme moi, font partie des communautés qui les étudient, en fait, qu'on reçoive des critiques. Et que notre travail soulève pas mal de suspicions quand même des personnes concernées. Et je le dis pas pour faire une leçon de morale, en fait, parce que c'est aussi une leçon de morale que je me fais à moi-même, ce faisant, mais c'est pour vous dire que je ne vous parle pas d'une position d'extériorité par rapport aux personnes qui ne sont pas membres des communautés. Donc, s'il y a des moments, ce que je vous dis peut sembler menaçant parce que je donne l'impression de parler de pratiques qui ressemblent à celles que vous avez pu adopter dans le passé, que je les critique, rappelez-vous que ce n'est vraiment pas spécifiquement le cas et que je rapporte des critiques qui sont très documentées dans les écrits, mais qui sont aussi des critiques que j'ai pu recevoir moi-même. Alors, mon point de départ, en fait, ça va être ce contexte, et ce serait dire qu'en fait, il faut vraiment se rappeler quand on commence à implanter des pratiques de collecte de données qui concernent l'orientation sexuelle et le genre dans nos propres travaux, que tout ça s'inscrit dans un espace de discussion qui nous préexiste et qui est extrêmement chargé. Il faut se rappeler, en fait, qu'historiquement, les communautés LGBTQ+, ont fait l'objet de démonisation, de criminalisation, de pathologisation, et que les communautés, eh bien, comme les femmes, comme les personnes noires, on a souffert de ce traitement infériorisant de différentes manières. Et cette expérience commune, en fait, a amené les communautés ou en fait les personnes LGBTQ+, à se rassembler, à développer une conscience collective, à se constituer en mouvement social, en mouvement de défense des droits. Et donc, ça a des conséquences aussi pour notre positionnement comme chercheur. Parce que c'est rare, en fait, évidemment, peut-être pas quand on a des pratiques de DI ou qu'on fait de la recherche dans cette optique, mais dans beaucoup de domaines de recherche, en fait, on étudie des participants qui n'ont jamais développé une conscience collective de qui ils sont comme groupe. Si je pense à des collègues, par exemple, qui travaillent sur les dysfonctions sexuelles, il y a peu de regroupements de personnes qui souffrent de dysfonctions sexuelles qui font l'objet de discrimination de telle sorte qu'ils doivent se constituer en mouvement pour pouvoir être inclus socialement. Donc on fait vraiment affaire avec des situations dont la situation avec des situations dont
auprès de populations dont la marginalisation historique a des conséquences importantes et ces interactions, ben, il faut en tenir compte quand on interagit avec elles aujourd'hui dans le contexte de la recherche. Alors, ce contexte, c'est aussi donc celui qui explique les critiques et la méfiance. Je vais vous parler de quelques-unes de ces critiques. Il y a de manière générale une posture épistémologique, en fait, qui est la réticence générale à la mise en chiffres des vécus. Donc, parfois, les chercheurs se font reprocher de minimiser l'importance qu'on acquiert à la parole, on valorise un peu trop les chiffres, bon, il y a toutes sortes de postures. Parfois aussi, on minimise l'importance d'acquérir un savoir spécifique sur des groupes, sur des groupes de faible prévalence, et ça aussi, ça nous attire la critique. J'ai des collègues qui me disent, oui, mais il y en a si peu, bon, de certains sous-groupes où, on ne peut pas baser une formation sur l'analyse des cas d'exception. Or, ben, c'est un peu vexant pour les personnes concernées, nécessairement. C'est vexant pour les personnes qui considèrent qu'à travers ces groupes de faible prévalence, on peut développer un savoir qui va au-delà de ces seuls groupes, en fait, en mettant en lumière les formes d'oppression qui affectent beaucoup de monde au-delà des groupes ciblés, mais aussi sur le fait qu'il y a une valeur en soi à mieux connaître ces groupes pour les personnes elles-mêmes concernées pour améliorer nos pratiques de recherche et d'intervention. Une autre critique émerge aussi des injustices ou des violences épistémiques auxquelles on fait face et que l'on crée en fait aussi dans nos projets de recherche. Donc, par exemple, par rapport à des catégories qui nous représentent mal, qui ne nous représentent pas, des enquêtes qui ont été mal pensées pour nous ou qui ont été pensées pour d'autres personnes et que l'on applique comme si ça allait de soi et comme si c'était naturel. Donc, ces injustices et ces violences épistémiques, vous en avez entendu parler déjà précédemment par mes collègues, donc je ne les redéfinirai pas. Mais je voudrais quand même rappeler qu'on les voit bien aussi dans le contexte des communautés LGBTQ+, où quand des groupes tentent de se faire entendre, ben, on invalide leur témoignage, on invalide leur posture, puis parfois, ben, on produit aussi des résultats qui les invisibilisent ou les discréditent. Et je vais y plonger un peu plus tard et je vais essayer aussi de vous apporter quelques solutions à cet égard. Et je vais aussi aborder en fait la réaction possible des groupes et des personnes concernées. Donc, voici quelques exemples en fait d'injustices épistémiques que l'on crée malgré soi. Donc, d'abord, des questions inadaptées, des présomptions d'hétérosexualité, des biais hétérosexistes dans les questions. Ça arrive encore fréquemment, malgré toute la sensibilisation qu'il y a autour de nous. Par exemple, l'obligation de se définir dans les termes des chercheurs plutôt que dans ses propres termes. Par exemple, une vision binaire du sexe que l'on réintroduit dans des pratiques, dans des formulaires administratifs, tout en sachant très bien que c'est des catégories maintenant de plus en plus remises en question, mais on se dit que parce qu'un système informatique est créé ainsi, parce que nos formulaires sont réimprimés, ces pratiques continuent, bon, sont acceptables jusqu'à ce qu'on les modifie. Je pense qu'il est de plus en plus clair maintenant que ces pratiques ne sont plus acceptables. Un autre enjeu aussi, c'est le fait d'être toujours la personne autre dans un questionnaire. On répond à des questions et la seule case qui nous correspond, c'est toujours autre, 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 autre. Et vraiment, ça place les personnes dans une position de marginalisation herméneutique ou d'une incapacité à faire sens de son expérience à travers les catégories des chercheurs qui sont disons, au minimum irritantes, au maximum vraiment des micro-agressions avec lesquelles ces populations doivent composer régulièrement. Et donc, on est toujours dans une situation, en tout cas fréquemment dans une situation où il est impossible de déclarer qui on est, ce qu'on est, en raison de choix de réponses qui ont été pensés pour des groupes majoritaires, avec peu d'égard, en fait, aux personnes concernées. Un autre exemple de ces questions inadaptées qui sont à la source d'injustice épistémique, c'est des univers de contenu d'échelle qui ne ciblent pas les formes les plus importantes
des phénomènes qu'on étudie. Par exemple, quand on étudie l'intimidation ou la violence conjugale chez les populations LGBTQ+, on ne peut pas oublier qu'il y a toute la question de la divulgation de soi et de la manière dont ça peut être mobilisé à travers des menaces de hacking, par exemple. Si tu ne fais pas ça, je vais révéler à ta famille. Et quand la famille est la source de soutien principale d'une personne, ben, c'est des menaces extrêmement graves. Mais les échelles développées pour des populations hétérosexuelles ne questionnent pas ce type de particularité parce que ça ne fait pas partie de l'expérience majoritaire. Donc, il y a vraiment des enjeux extrêmement importants auxquels, je pense, on accorde encore trop peu d'attention en recherche et qui exigent en fait que l'on passe ces questionnaires au peigne fin, qu'on mobilise des personnes concernées pour nous montrer nos angles morts. Et dans un contexte comme ça, en fait, il n'est pas très étonnant qu'on fasse souvent face à des réactions extrêmement critiques. Alors, on en a plusieurs. On voit qu'il y a des gens qui répondent quand même, qui acceptent d'être mal classifiés. Il y a des gens qui refusent de répondre individuellement. Il y a des appels au boycott, il y a des refus collectifs de répondre, il y a des associations qui se mobilisent en demandant à leurs membres de ne pas répondre. Donc, ça fait partie de ce qu'on voit dans les pratiques de recherche. Il y a aussi des demandes de modification en cours de route, parfois avec ou sans suggestion d'adaptation. Alors, c'est des réactions auxquelles j'ai moi-même fait face dans différents projets au cours de ma carrière. C'est des réactions que mes collègues m'ont également rapportées. Puis, il faut bien comprendre aussi que la réaction, notre propre réaction comme chercheur à ces demandes, à ces appels au boycott, elles sont cruciales pour rétablir un lien de confiance avec les communautés concernées. Donc, on a là vraiment un levier extrêmement important. En même temps, ce que soulèvent ces critiques, c'est qu'on aurait peut-être dû consulter les personnes concernées avant de faire cette recherche, pas en cours de route ou pas juste se fier sur les critiques que l'on reçoit, parce que je présume que pour chaque courriel que l'on reçoit, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont senties lésées, mal représentées ou questionnées maladroitement dans ces questionnaires. Alors, je ne veux pas vous laisser juste sur cette lancée de critique. Je veux quand même vous parler aussi des bonnes pratiques qui existent dans le temps qui me reste. Et ces bonnes pratiques, en fait, bien, vous allez reconnaître ici les étapes assez classiques d'une démarche de recherche. Donc, il y a la planification de la recherche, il y a la planification des outils de collecte de données, il y a le recrutement en tant que tel, il y a l'analyse des données, la production des résultats et il y a la dissémination des résultats. Évidemment, il m'est tout à fait impossible de couvrir exhaustivement l'ensemble de ces dimensions, mais je vais vous les nommer puis je vais vous donner quelques exemples pour au moins que vous soyez conscient que cette inclusion, elle doit être présente et planifiée à chacune de ces étapes. Et vraiment, ça va jusque... Voilà, donc pas besoin de vous donner de punch maintenant, je vais juste procéder. Alors, quand on planifie la recherche, je dirais qu'il faut d'abord éviter l'opportunisme. Être inclusif parce que la science et l'action politique en ont besoin, certainement. Parce que c'est à la mode, parce qu'il y a un concours, parce que soudainement les vannes des organismes subventionnaires sont ouvertes, c'est une très mauvaise idée. Et il faut bien avouer que quand même cet opportunisme de carrière, ben, il se manifeste par moments, un peu plus fréquemment qu'on le voudrait bien. Et je ne veux vraiment pas dire par là, en fait, que des personnes qui ne sont pas membres des communautés ne peuvent pas travailler avec les communautés pour développer de la recherche. Donc, ce n'est vraiment pas le sens de mon message. Mais les intérêts soudains ou les expertises qui se créent au gré de l'ouverture des concours, c'est une autre catégorie quand même qui celle-là relève un peu plus de l'opportunisme, il faut bien dire. Ensuite, quand on planifie la recherche, il faut aussi s'éduquer aux approches pertinentes. Les modèles de partenariat, les approches classiques dans la réflexion sur les communautés LGBTQ+, donc le stress des minorités, l'intersectionnalité, les approches anti-oppressives. Donc, c'est extrêmement important de faire ses devoirs et de ne pas faire porter le poids de notre éducation sur les personnes concernées. Ensuite, il faut aussi formuler des questions de recherche qui reflètent notre sensibilité aux enjeux vécus par les groupes minorisés.
Alors, pour vous donner un exemple simple, parfois on va se demander en fait comment les élèves d'une école, ce que les élèves d'une école retirent d'une intervention visant à prévenir l'homophobie, par exemple. On va questionner les jeunes LGBT sur leurs expériences d'homophobie, de biphobie ou de transphobie. Et c'est un peu faire porter le poids du changement sur leurs épaules. Voient-ils un changement? Alors que la question que l'on devrait poser, c'est plutôt, est-ce que les pratiques scolaires ont été modifiées? Et pour ça, il faudrait aussi questionner le personnel scolaire, les autres élèves et modifier les pratiques des élèves qui sont ceux qui exercent les LGBT-phobies, par exemple. Donc, on peut renverser parfois nos questions de recherche pour témoigner de cette sensibilité et de montrer que le poids du changement ne repose pas sur les personnes LGBT elles-mêmes, mais plutôt sur le contexte dans lequel elles évoluent. Alors, il faut aussi rappeler que l'inclusion des communautés, ça ne doit pas être une pensée après coup. Donc, il faut approcher les groupes et les personnes concernées dès le début du processus et être extrêmement sensible à la question des rapports de pouvoir. Alors, il faut être capable de répondre à des questions comme quelle est la composition de l'équipe, qui a une expertise LGBT dans cette équipe, quel est le rôle des personnes concernées dans cette équipe? Est-ce qu'ils ont une position, est-ce qu'ils ont des postes décisionnels ou c'est un soutien ponctuel au recrutement? Est-ce que nos partenaires communautaires nous aident à penser les questions de recherche qui nous guident ou est-ce qu'au contraire, on leur envoie juste un message à rediffuser pour soutenir le recrutement? Alors évidemment, il faut aussi éviter la tokenisation, donc il faut faire, donc, qui consiste à faire des efforts en fait symboliques d'inclusion, mais sans vraiment changer nos pratiques. Je l'entends malheureusement parfois dans certaines équipes où la position, où la consultation, elle existe, mais il n'y a rien qui change après la consultation. Parce que la consultation, elle avait pour fonction de s'éviter la critique. Et malheureusement, on le voit encore et c'est encore extrêmement fréquent. Alors, donc, c'est vraiment de la tokenisation au sens où c'est de la consultation symbolique qui n'a pas d'autre effet que de se dédouaner et de se donner une légitimité. Ensuite, il faut chercher une rétroaction sur la pertinence des questions de recherche pour les groupes concernés. Il faut reconnaître les expertises, il faut offrir des dédommagements, de la rémunération, des bourses, des dons à un organisme, évidemment, selon le statut. Tout le monde ne peut pas toujours être rétribué de la même façon. Mais ça veut dire qu'on dégage des ressources pour le partenariat. Donc, pour qu'on puisse, parce qu'évidemment, quand on demande à des organismes de libérer leurs propres ressources, c'est souvent des services directs aux populations concernées que l'on retire ce faisant. Quand on passe 3 heures de réunion par mois pour soutenir un projet de recherche, c'est 3 heures que les personnes qui travaillent dans des organismes communautaires ne passent pas à faire un travail direct auprès des populations. Donc, il y a un coût, en fait, à ce type de pratique et il faut le reconnaître, il faut dédommager les organismes parce que tout le monde a aussi besoin de payer son loyer, les organismes inclus. Donc, le deuxième point, en fait, dans ces différentes étapes de la recherche, c'est les outils de collecte de données. Donc, évidemment, il faut respecter les bonnes pratiques de questionnement en cours sur l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre, les caractéristiques sexuelles. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas, en fait, de plonger sur voici comment on questionne, mais il y a de nombreux guides maintenant qui sont développés, par exemple par le Williams Institute aux États-Unis, donc sur comment formuler ces questions. L'équipe de Transpulse aussi, Canada, a proposé des questions pour questionner l'identité de genre et les modalités de genre. On a adapté différents outils pour le Québec. Donc, il existe des bonnes pratiques et je vous invite vraiment à les consulter. Il faut aussi, quand on travaille avec des populations marginalisées, comme avec les populations LGBTQ+, intégrer peut-être une éthique du care dans notre approche. Donc, intégrer des trigger warnings. On questionne souvent des éléments qui sont traumatiques pour les personnes. Donc, bon, je travaille avec beaucoup de collègues qui travaillent en trauma complexe, donc je suis particulièrement sensible, mais on questionne le vécu d'agression sexuelle, le vécu d'intimidation. C'est des vécus extrêmement lourds et je pense que d'intégrer en fait des traumavertissements, traduction du trigger warning, est une bonne pratique et montre sa bienveillance à l'égard des personnes avec qui on travaille.
Et ensuite, il faut aussi se rappeler que l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre, ce n'est pas juste une propriété des individus. C'est aussi un stimuli auquel les autres réagissent. Hein. Par exemple, à travers la victimisation interpersonnelle, c'est un stimulus auquel la société réagit en donnant l'accès à des droits, à des opportunités. Donc, c'est là où, donc c'est pas, ça ne relève pas simplement de caractéristiques sociodémographiques, hein, l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre. Donc, ça a quand même une catégorie à part qui vient avec un véhicule difficile pour la plupart des gens. Quand on pense aux questions de recrutement, je vous invite à anticiper les questions sur la composition de l'équipe. J'en ai glissé un mot, en fait, puis j'aimerais plonger un peu plus dans cette question qui est vraiment une manière de fonder sa légitimité, sa crédibilité, mais de l'asseoir sur des fondements, pas sur des fondements symboliques ou de tokenisation. Et l'expérience, en fait, des dernières années montre que de plus en plus d'organismes communautaires exigent des réponses à une série de questions très spécifiques avant de participer à une étude, peu importe le degré de participation qui leur est demandé par ailleurs. Une approche très exhaustive à cet égard, c'est l'approche TRICON, en fait, qui signifie The Transgender Research Informed Consent Disclosure Policy. Et voici les questions auxquelles ce modèle nous invite à répondre. D'abord, ici, bon, c'est dans le contexte des personnes trans en particulier, mais on peut vraiment l'appliquer aux personnes LGBTQ+, et probablement à d'autres populations. La première question à laquelle il faut répondre et on doit répondre, c'est quel est l'objectif spécifique de cette étude et quel est son impact prévu sur la vie des personnes concernées? Pour qui on fait cette étude? Pour l'avancement de la carrière d'un chercheur ou d'une chercheuse ou pour l'amélioration des conditions de vie des personnes? C'est facile de répondre, c'est toujours pour l'amélioration des conditions de vie des personnes. Pour être malheureusement à l'intérieur du milieu de la recherche et pour voir l'évolution des concours et de qui applique sur les concours, on est un peu obligé de constater que ce n'est pas toujours vrai. Ensuite, qui sont les chercheurs principaux? C'est quoi leur expérience en matière de recherche avec les communautés LGBTQ+. Et s'ils n'ont pas d'expérience préalable, est-ce qu'ils ont un superviseur, un mentor qui a de l'expérience dans ce domaine de recherche? Qui conseille le projet à cet égard? Et est-ce que l'équipe souhaite être mise en relation avec un mentor qui pourrait venir d'un organisme communautaire? Une autre question, c'est qui chapeaute ou parraine ou finance l'étude? Des universités, des centres de recherche, des partenaires communautaires, des organismes subventionnaires. Donc, qui a un intérêt à voir ces résultats être produits? Ensuite, comment les universitaires et les chercheurs trans, ou de manière plus générale LGBT, si l'étude va au-delà de la question de la modalité de genre, donc comment ces chercheurs sont-ils inclus dans le travail de recherche? Sont-ils reconnus? Alors, c'est des questions qui sont essentielles et auxquelles il faut pouvoir répondre. Un autre élément, donc, c'est l'analyse des données et la production des résultats. Je m'excuse, hein, je vous lance comme vraiment une série de bonnes pratiques. On aura l'occasion d'échanger. Alors, quand on produit des résultats, alors je le sais pour faire du quanti, de la recherche quantitative principalement, mais on est toujours pris avec des petits n, des catégories, on ne sait pas quoi faire des catégories, on est très tenté de les fusionner, comme est-ce qu'on mélange les personnes BIPOC dans une seule catégorie, est-ce qu'on les divise? Comment on les croise avec les catégories d'orientation sexuelle et de genre. Donc, la tendance, elle est très forte à fusionner des catégories au nom des statistiques. Puis, évidemment, on en comprend les raisons statistiques. Mais je pense qu'il y a un moment où on doit aussi visibiliser les groupes qu'on a choisi d'inclure, qu'on a choisi de recruter et qu'on a fait travailler pour pouvoir produire ces résultats-là. Je pense qu'on a une obligation éthique. Si on ne peut pas toujours produire des analyses très avancées, il faut quand même présenter minimalement les données descriptives qui peuvent l'être, évidemment dans le respect de la confidentialité. Si on parle des 3 personnes trans qui résident dans une région donnée, on a des enjeux. Donc, il faut agréger à une plus grande échelle. Mais néanmoins, il faut faire cet effort. J'aime bien aussi cette citation, donc, qui dit, en fait, on est une petite population à cause du génocide. D'un génocide, il n'y a pas d'autre raison. Alors, si en plus vous nous éliminez des données que vous produisez, on arrête d'exister. Et si on arrête d'exister, on arrête aussi d'exister quand on pense à l'allocation des ressources.
Et donc, c'est extrêmement important quand même le travail que l'on fait auprès de ces populations et des petits groupes parce qu'on rappelle leur existence, indépendamment de leur nombre absolu. Quand on produit les résultats, il faut évidemment adopter un langage accessible et respectueux, ça va de soi, mais il faut aussi donc passer à travers les groupes concernés, faire valider la manière dont on décrit leur expérience, le choix des mots. C'est banal, mais particulièrement dans des domaines où le choix des mots évolue rapidement, comme dans les questions de genre et d'orientation sexuelle. On commet souvent, malgré soi, des erreurs. Donc, vraiment, ça vaut la peine de mettre en place les ressources pour faire ce travail. Et enfin, je pense qu'il faut éviter les injustices épistémiques, là, où on assigne volontairement ou pas des personnes à des catégories dans lesquelles elles ne se reconnaîtraient pas elles-mêmes. Hein? Donc, c'est vraiment comme, parfois à travers les questionnaires, on dépossède les personnes de leur capacité à dire et interpréter leur propre expérience. Donc, il faut vraiment être vigilant à cet égard. Donc, il faut se demander si la personne que l'on classe là, ce serait elle-même classée dans cette catégorie. Et il faut aussi anticiper les usages malveillants des résultats. Gardez en tête cette historique de démonisation, de criminalisation, de pathologisation et la méfiance que les communautés ont à l'égard de nos travaux de recherche parce qu'il y a des usages malveillants. Malheureusement, les résultats de recherche, voilà, je l'ai dit, je le répète, s'ils sont utilisés pour faire avancer les droits, ils sont aussi récupérés par certains groupes politiques pour discréditer et invalider ces expériences. Et enfin, la dissémination des résultats. N'oubliez pas que ces résultats, ils sont extrêmement importants pour les communautés concernées. C'est un point d'appui à la mobilisation, c'est un point d'appui à la défense des droits. Donc, il faut retourner les résultats aux communautés, il faut visibiliser les communautés concernées et faire connaître leur vécu. Je pense que c'est notre obligation éthique que de le faire. Alors, je vais vous laisser sur cette petite diapo, en fait, d'une organisation et d'un site qui s'appelle We All Count, qui est une ressource fantastique en justice des données que je vous invite vraiment à consulter.